On peut applaudir parce qu'elle a fait beaucoup de trajets pour venir avec nous. Que vous connaissez, qui est philosophe, professeur au département de l'université de sciences politiques et des relations internationales de l'université de Westminster à Londres, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages assez majeurs sur la question du populisme et sur ce qu'on appelle plus généralement le post-marxisme. Et à ma droite, Roger Martelly, qu'on remercie aussi de sa présence, qui est historien du communisme, co-directeur de la rédaction du magazine Regard, et qui va pouvoir aussi nous éclairer sur ces débats-là. À ce propos, un article de Roger Martelly dans le dernier magazine de Regard consacré à cette question, et un entretien de Chantal Mouffe aussi dans ce dernier numéro. Voilà, moi je ne vais pas être plus long de mon côté. Pour l'organisation du débat, on va d'abord donner la parole à Chantal Mouffe pour environ 30 minutes. Roger Martelly aura aussi environ 30 minutes. Et puis ensuite, on prendra 2 ou 3 séries de questions pour que nos 2 intervenants puissent y répondre. Voilà, je laisse la parole à Chantal. Merci. Bon, mais merci beaucoup. Je suis ravie de cette invitation, de pouvoir être ici avec vous, parce que, bon, comme je le disais hier à... comme je le disais hier à quelqu'un, bon, si je vivais en France, je serais certainement au parti de gauche. Donc, bon, donc, je vais vous expliquer pourquoi je défends le projet d'un populisme de gauche. Mais avant ça, je voudrais spécifier quelque chose pour que vous sachiez bien dans quel genre de perspective je m'inscris. Parce que bon, je fais de la théorie politique, en philosophie politique, comme on appelle ça ici. En France, en Grande-Bretagne, on dit plutôt théorie politique. Mais je m'inscris de manière très claire, ouverte, déclarée, dans la ligne du réalisme. Je n'aime pas du tout la question de faire de la philosophie politique normative. Parce qu'il y a pas mal de philosophes politiques qui écrivent en disant comment le monde devrait être. Bon, alors quand on leur dit oui, ça c'est très beau, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Ah, ça c'est pas notre problème, ça c'est le problème des politiques. Nous, on est philosophes, donc on vous dit comment des choses... Bon, moi je suis pas du tout, je m'inscris pas du tout dans ce genre de philosophie politique. Je m'inscris dans une perspective réaliste, dans ce que Machiavel appelait la verita effettuale della cosa. Je veux partir des choses comme elles sont pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et puis, bien entendu, pour voir comment on peut les transformer. Mais donc, c'est aussi quelque chose que je trouve important dans la perspective de Machiavel. Il faut toujours partir d'une conjoncture. Hein, pas élaborer des trucs comme ça pour le futur, partir de la conjoncture. Donc ma réflexion sur le populisme de gauche est quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans cette conjoncture aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, hein, je spécifie exactement mon problème, il me semble que ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de développer un mouvement de populisme de gauche. Bon. Première chose, évidemment, expliquons un peu ce que j'entends par populisme, parce que, comme vous le savez, populisme, bon, c'est un terme qui est en général utilisé pour critiquer, pour dire, bon, les choses complètement superficielles, comme, bon, d'abord, le populisme, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qu'on peut dire le populisme. Il y a beaucoup de populisme, mais il faut donc savoir quand je vais parler de populisme. En fait, je m'inscris ici dans le type d'approche qui a été développé par Ernesto Laclau dans son livre « La raison populiste », où il dit que pour lui, le populisme, c'est une logique de construction de la frontière politique. Donc c'est ça que j'entends par populisme. C'est une façon d'établir la frontière politique, c'est-à-dire sur la base ceux d'en bas et ceux d'en haut. Donc le peuple, les élites, l'establishment. Donc ici, ce qui est important de souligner, que le populisme, ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas non plus un régime politique. Il y a beaucoup de gens qui sont très confus par rapport à ça. En fait, le populisme, et on va le voir à un moment, n'a pas de contenu pragmatique spécifique. Il y a nombreuses formes de populisme et il est aussi compatible avec des institutions différentes.
Par exemple, il y a aujourd'hui en Espagne un grand débat sur est-ce que le populisme est compatible avec le républicanisme. On dit non, c'est pas possible. Bon, je crois bien sûr, dans certaines formes de populisme sont compatibles avec les institutions républicaines. Alors d'autres non, mais vous voyez donc il est important de voir la multiplicité des façons de comprendre le populisme, mais toujours sur la base de c'est une façon de construire la frontière politique sur la base le peuple, l'établissement. Alors ici, avant de continuer, je vais faire deux petites précisions théoriques qui sont très importantes, parce que sinon on ne peut pas comprendre cette approche que je défends. Pour penser le populisme de cette façon, il faut qu'on parte d'une conception de la politique qui reconnaît que la société est divisée et qu'il existe toujours des antagonismes. Un antagonisme, c'est en fait un certain type de conflit. C'est un conflit qui ne peut pas avoir de solution rationnelle. Et bon, la politique, justement, pour moi, mais alors là, c'est vrai que je ne prétends pas que tout le monde parle de cette position. En fait, on pourrait dire, quand on parle de la politique ou le politique, il y a fondamentalement deux visions différentes. Il y a ce qu'on appelle la vision associative. Alors là, c'est le politique, c'est le domaine de la liberté, où on va tous se mettre ensemble d'une manière harmonieuse. Bon. Ça, c'est la position associative. Il y a une autre position, qui est la position dissociative, et c'est celle dans laquelle je m'inscris, qui dit non, le politique, c'est le domaine du conflit et de l'antagonisme. S'il y a du politique dans nos sociétés, c'est parce qu'il y a des conflits sinon, bon, on pourrait avoir simplement une administration des choses. Mais le politique, ça a à voir avec la dimension du conflit antagonistique. Hein. Donc ça, c'est très important. La société est divisée. Ça, c'est toujours encore Machiavel qui disait, bon, il y a dans la société des mori, il y a le popolo et les grandi qui ont des objectifs différents. Bon, c'est ça la position réaliste. Il faut partir de ça, et l'antagonisme est inéradicable. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va mettre en scène ça pour qu'on puisse malgré tout vivre ensemble. Et alors donc, la deuxième spécification, c'est à partir de cette conception, la politique, hein, ça a à voir avec la construction de la frontière politique. Et ça a toujours à voir avec une construction d'un nous, et cela requiert la détermination d'un eux. Ça a toujours à voir avec des identités collectives. Je crois que ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Quand on agit politiquement, on agit toujours à partir d'un nous. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment individuel. Hein. C'est pour ça qu'en fait, la théorie libérale ne parvient pas à comprendre le domaine du politique, parce qu'ils sont tellement arrêtés dans l'individualisme méthodologique, non, il faut partir du sujet de l'individu, arriver non, tout ce qui a à voir avec les identités collectives, ça leur échappe. Or, bon, justement, le domaine du politique, c'est le domaine d'identité collective qui se construit toujours sur le mot nous eux. Bon. Alors, ça c'est les deux petites choses que je voulais dire pour que vous sachiez exactement d'où je parle. Alors, pour revenir au populisme, bon, le populisme, contrairement à ce que beaucoup de gens et beaucoup de théoriciens politiques prétendent, ce n'est pas une pathologie de la démocratie, ce n'est pas une perversion de la démocratie. La position que je défends, c'est que le populisme, c'est une des dimensions fondamentales de la démocratie. Parce qu'au fond, si on réfléchit, démocratie, et comme tout le monde sait, étymologiquement, ça vient du grec démos kratos. Donc le démos, le peuple, et le kratos, le pouvoir du peuple. Bon, mais pour qu'il y ait justement cette forme, la souveraineté populaire, pour le dire d'une autre manière, ben, il faut qu'il y ait un démos, il faut qu'on construise un démos. On ne peut pas avoir de démocratie sans la construction d'un démos. Et c'est ça justement ce que j'appelle la dimension populiste, la dimension de création du peuple. Bon, ça c'est donc important parce que dans le raisonnement que je vais faire va vous expliquer pourquoi aujourd'hui particulièrement il y a un problème, parce que c'est cette dimension de souveraineté populaire, de la construction du peuple qui a été éliminée de la manière dont nous comprenons la démocratie aujourd'hui. Et c'est pour ça que je défends la thèse que nous sommes en fait aujourd'hui dans un moment populiste. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a besoin d'une intervention de type populiste, d'une intervention qui va construire un peuple. Parce que
justement aujourd'hui, dans la situation que c'est pas moi qui ai inventé le terme, plusieurs auteurs en parlent, nous sommes aujourd'hui dans une situation de post-démocratie. Alors, pour comprendre ça, il faudrait encore faire un petit détour par rapport à qu'est-ce qu'aujourd'hui on entend par démocratie chez nous en Europe. Parce qu'en fait, bon, la démocratie, ben, ça n'existe pas non plus, ou c'est un peu tout seul, ça existe toujours à partir d'institutions particulières. La façon dont nous, en Europe, on entend le modèle, quand on parle de démocratie, de quoi parle-t-on? On parle en fait d'un régime qui est très spécifique, qui a été établi à partir du 19e siècle, par l'articulation de deux traditions différentes. La tradition libérale politique, hein, j'insiste, c'est pas la tradition libérale économique, la tradition libérale politique qui défend l'idée de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, de la liberté individuelle. Ça, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement de la démocratie, entendant par là le démos kratos. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment qui vient de notre conception de la démocratie à partir de l'articulation avec le libéralisme. Et évidemment, l'autre tradition, c'est la tradition démocratique de la souveraineté populaire et qui met l'accent surtout sur la question de l'égalité. Hein, donc parce qu'en fait, la tradition libérale met l'accent sur la liberté, la tradition démocratique sur l'égalité. Donc, comme je le disais, ça a été, il y a un auteur canadien, Chili McPherson, qui a écrit un magnifique petit livre qui s'appelle The Life and Type of Liberal Democracy, la vie et le tort de la démocratie libérale, où il montre justement qu'en fait, ces deux traditions se sont été articulées au 19e siècle à travers des luttes conjointes que les libéraux et les démocrates ont fait contre l'absolutisme. Il dit à partir de ça, bon, la démocratie s'est libéralisée et le libéralisme s'est démocratisé. Bon, alors, il y a toute une discussion en philosophie politique, je crois qu'il est important de la souligner, sans entrer trop dans le détail. Cette articulation, hein, ce régime nouveau, qu'on appelle le régime, la démocratie libérale, mais bon, la démocratie représentative, la démocratie parlementaire, la démocratie moderne, la démocratie pluraliste. Moi, en fait, je préfère plutôt garder l'expression de démocratie pluraliste. Bon, il y a des auteurs, bon, Carl Schmitt, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui dit non, ça c'est un régime inviable. Parce que c'est en fait l'articulation de deux logiques politiques qui sont irréconciliables. On ne peut pas avoir à la fois une parfaite égalité et une parfaite liberté. Donc c'est un régime qui doit nécessairement échoué. Alors, il faut se rappeler que quand Schmitt écrivait ça, c'était au moment de la République de Weimar, et c'est vrai que c'était pas un moment où particulièrement les choses allaient bien pour ce genre de démocratie. Bon, mais d'autres auteurs, comme Jürgen Habermas, non, pour eux, non, c'est quelque chose qui est il y a une co-originalité, président Habermas, entre le principe de liberté et l'égalité. Donc, pourquoi pour lui, la démocratie moderne, libérale, c'est vraiment le modèle idéal, c'est la réconciliation, enfin, pardon, pas réconciliation, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'opposition. Ils sont deux principes qui sont co-originaires. Bon, moi je crois que Schmitt a raison sur un point quand il dit qu'en fait, on ne peut pas de manière définitive les réconcilier. C'est vrai que parfaite liberté, parfaite égalité, c'est pas possible. Mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que ça conduit nécessairement à la destruction. Parce que je crois que justement la spécificité de la démocratie pluraliste et ce qui, à mon avis, constitue justement un point fort, c'est qu'il existe entre ces deux une tension. Donc ce n'est pas une contradiction, c'est une tension qui s'est toujours manifestée par le fait qu'il y a ce que j'appelle un débat agonistique entre ceux qui vont défendre plutôt la tradition libérale et ceux qui vont défendre la tradition démocratique. Qu'en fait, durant toute l'histoire, enfin pour les derniers siècles, que l'histoire s'est développée, il y a toujours, cette tension s'est maintenue. Il y a toujours eu, alors évidemment, il y a toujours un moment où il y a une des deux logiques qui est hégémonique. Hein. Il y a des moments où c'est le libéralisme qui domine, d'autres c'est la logique démocratique. Mais
ce qui est important, c'est que cette tension se maintienne. Alors, ce qui caractérise notre situation post-démocratique, c'est qu'aujourd'hui, à cause du développement du néolibéralisme, il y a eu vraiment un complet effacement de la dimension de démocratie, dans le sens de souveraineté populaire et de défense de l'égalité. Donc il n'y a plus cette tension qui est justement importante, parce que c'est ça en fait qui garantit le pluralisme entre les deux principes. Bon, aujourd'hui on vit vraiment sous domination d'une logique purement libérale. Tout ce qui a à voir, quand on parle de souveraineté populaire, on vous dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un concept obsolète, zombie, on ne peut plus parler de souveraineté populaire aujourd'hui. Bon, l'égalité, c'est la même chose, hein, je veux dire. Donc, c'est ça, en fait, qui est la caractéristique de notre société post-démocratique. Alors, post-démocratique, parce que, bien entendu, il y a encore toujours des élections, il y a encore... mais ça fonctionne à vide, hein, parce qu'en fait, comme il n'y a pas la possibilité vraiment d'avoir pour les citoyens, quand ils vont voter, d'avoir un choix entre des politiques différentes, bon, c'est quelque chose qui n'a pas, c'est un nom, mais qui ne représente vraiment plus rien. Alors, cette post-démocratie, c'est bien entendu la conséquence de l'hégémonie néolibérale. Et ça se manifeste en fait de deux manières. Au point de vue politique, c'est ce que dans les mesures de consensus, j'appelle le développement de la pause politique. C'est-à-dire, cette pause politique, c'est justement l'idée que, qui est basée sur l'acceptance par les partis de centre-droit et de centre-gauche, qu'il n'y a pas d'alternative à l'hégémonie, à la globalisation néolibérale. Et que, en fait, c'est très bien, parce que maintenant, ils trouvent que, la catégorie de droite et de gauche n'ont plus de sens. Aujourd'hui, nous disait Anthony Giddens, qui était le théoricien qui a influencé Tony Blair, parce que, cette post-démocratie, cette pause politique, ça a commencé évidemment en Grande-Bretagne. Après, évidemment, ça s'est passé en Allemagne avec Schröder, et puis ça s'est répandu dans toute l'Europe. Mais c'est l'idée que, aujourd'hui, la société est plus mûre, nous disait Tony Giddens. Maintenant, il n'y a plus d'antagonisme, on peut être tous d'accord. Blair disait maintenant, on est tous de classe moyenne, donc en fait, il ne devrait pas avoir de désaccord. C'est ça que j'appelle la pause politique. Alors, bien entendu, ça veut dire que lorsque il n'y a pas de différence fondamentale entre les partis de centre-droit et de centre-gauche, et quand les citoyens vont voter, ils n'ont pas vraiment de choix véritable. Quand on va arriver au populisme de droite, je crois que c'est important de se rappeler de ça. Les conséquences au point de vue économique du néolibéralisme, je ne vais pas m'étendre ici, mais enfin, on sait très bien que il y a un nouveau régime de régulation du capital qui a été introduit, dans lequel le capital financier joue le rôle fondamental. Alors les conséquences de ça, c'est que toutes les activités de type financier ont été privilégiées au détriment évidemment de l'économie productrice. Et ça a créé évidemment une situation dans laquelle toute une série les conséquences de cette globalisation néolibérale ont créé la situation de beaucoup de travailleurs ont perdu leur emploi. Il y a eu des délocalisations, il y a eu une espèce d'utilisation spéciale des développements technologiques pour essayer justement d'avoir de moins en moins de forces de travail. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de ça, je crois que vous êtes tous au courant. Conséquence, évidemment, creusement énorme des inégalités. Là, je crois que, par exemple, les travaux de Thomas Piketty sont vraiment importants parce qu'ils montrent comment, dans les 30 dernières années, il y a eu une explosion des inégalités. Et ça, bien entendu, c'est lié à l'idéologie néolibérale. Et aussi l'idée que, finalement, l'égalité, ce n'est plus une valeur. On ne peut pas, évidemment, dans nos sociétés, encore défendre l'égalité parce qu'il y a ces sociétés, en réalité, je crois que la meilleure façon de les définir, se sont oligarchisées. Nos sociétés européennes se sont oligarchisées. Parce que maintenant, on a une véritable oligarchie, c'est très différent de la situation qui existait au moment de l'hégémonie social-démocrate, parce que vraiment, on n'avait pas cette différence. Donc, ça, c'est la conséquence du néolibéralisme et le fait qu'il
il n'y a plus tout ce qu'il y a à voir avec la défense du pouvoir souverain du peuple et de l'égalité, donc tout ce que je mettais du côté de la démocratie, bon, ça a été éliminé du discours dominant, donc c'est pour ça qu'on parle de post-démocratie. Alors, je crois qu'il est important de comprendre que le développement du populisme de droite est en fait une réponse à cette situation post-démocratique. Et ce qu'ils ont réussi à faire dans beaucoup de pays européens, c'est d'articuler, d'exprimer dans un langage xénophobe des résistances et des demandes qui en fait sont des demandes profondément démocratiques. C'est vraiment un cri du peuple pour dire bon ben nous on veut participer. On pourrait peut-être en discuter. Je crois que le Brexit c'est ça. Vraiment c'est très clairement. En fait, je vous assure, vivant en Grande-Bretagne depuis plus de 30 ans, c'est pas un truc contre l'Union européenne le Brexit. Ils se foutent de l'Europe, les Britanniques. C'est vraiment une révolte contre un certain mode néolibéral qui était représenté justement par le régime Tory. Et alors on leur a, et il faut voir aussi qu'on leur a donné la possibilité finalement pour s'exprimer, alors qu'avant, dans les élections, ben, ils n'avaient jamais le choix. Et cette fois-ci, on leur donne la possibilité de dire, bon, d'avoir une voix. Ben, ça leur a, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est en fait un rejet de la pause politique et de la pause démocratie. Mais évidemment, c'est un rejet qui a été articulé de manière extrêmement problématique parce que justement, en fait, toutes ces demandes sociales ont été traduites dans un langage ethnique. Hein, et c'est comme ça que, par exemple, ici en France, pour parler de Marine Le Pen, bien entendu, ça a créé, construit le peuple d'une façon qui rejette les émigrés, hein, qui ne sont pas... ils sont présentés comme étant la cause du problème de la situation des secteurs populaires. Donc ici, mais je sais que ce n'est pas très populaire de dire ça, qu'au fond, il faut voir qu'il y a des véritables demandes démocratiques qui s'expriment à travers ce populisme de droite, qui s'expriment d'une manière qu'on ne peut pas accepter, mais que si ils ont pu et continuent à rejeter, c'est évidemment à cause du fait que les partis sociaux-démocrates, bon, c'est encore leur faire beaucoup de plaisir, d'honneur de parler de sociaux-démocrates, parce qu'ils ne sont même plus sociaux-démocrates, mais en tout cas, donc, ils ont abandonné cette classe ouvrière, ces secteurs populaires. Donc on leur a, vous savez, en France, Terra Nova, il y a quelques années, a écrit un texte en disant, bon, les classes populaires, c'est foutu pour nous, on les a perdus. Il faut vraiment qu'on va se consacrer aux classes moyennes et aux émigrés, parce que les émigrés, il y a moins de chances qu'ils d'aillent voter pour Marine Le Pen. Donc en fait, notre électorat possible, bon, c'est de ce côté-là, et les classes populaires, bon, c'est foutu. Bon, évidemment, il ne faut pas être étonné de voir que ça a créé une situation dans laquelle, bon, ben, c'est Marine Le Pen qui a eu la capacité de capter, de donner une expression à ces demandes. Et aussi un autre aspect qui, à mon avis, est très important pour comprendre le succès de cette partie, et je crois que la gauche doit pouvoir aussi en tirer des leçons, c'est que, contrairement à beaucoup de gens sociodémocrates ou de droite, de gauche, qui pensent que la question des affects, ça, c'est pas un domaine dans lequel les bons démocrates doivent s'engager. Et aussi, par exemple, le fait non, les frontières politiques, non. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire, les partis de populistes de droite dans beaucoup de pays européens, c'est de retracer la frontière politique qui avait été éliminée par justement la pause politique, hein, et de rétablir aussi l'importance de mobilisation des affects. Parce que je crois, et ça, dans mes travaux, c'est très important, c'est reconnaître que la politique, ça a bien entendu à voir avec des intérêts et des raisons, mais il y a une dimension affective. Pour créer un nous, il faut créer des affects communs. Et ces affects communs, si
ce n'est pas les partis progressistes qui vont les mobiliser, eh bien, ils sont mobilisés par les partis populistes de droite. Donc c'est ça. Je crois que pour comprendre un peu quel est le défi que nous représente ce populisme de droite, il faut voir d'où vient leur succès. On va réussir à articuler justement toute une série de demandes démocratiques, de rétablir une frontière politique et de mobiliser les affaires. Alors, évidemment, la réponse qui a été la réponse dominante dans beaucoup de pays par rapport à ces partis a été complètement inadéquate parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître ça. Et ça a été la démonisation, la condamnation morale. On dit, ah non, non, ça c'est du retour du fascisme. Ils n'ont pas fait l'effort de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui explique que ces gens-là, vos citoyens qui avant votaient pour les partis de gauche, pourquoi ils sont attirés par ça? Donc la condamnation morale, c'est vraiment pas du tout la voie à suivre, parce que au contraire, d'une certaine façon, c'est contre-productif, je dirais, ça les renforce. Et je crois que, justement, c'est là que vient mon projet, le populisme de gauche. Ce qu'il faut faire, c'est s'engager sur ce terrain. C'est de récupérer, d'offrir, si vous voulez, un discours différent qui permette de tenir compte des demandes démocratiques qui s'expriment à travers le populisme de droite, le fait qu'il y a toute une série de secteurs populaires qui se sentent complètement abandonnés, et de leur construire un autre peuple. Construire un peuple qui justement intègre les immigrés et fasse comprendre au secteur populaire que leur ennemi, ce n'est pas les immigrés, leur ennemi, c'est la finance, c'est les grandes corporations transnationales. Donc, parce que la différence fondamentale est d'établir la frontière entre nous et eux, le peuple et les élites, mais bien entendu, ça peut être construit de manière très différente. Et c'est là où je crois qu'il est le populisme de gauche, ça va être rétablir la frontière sur la base peuple-élite, mais en construisant un autre peuple et en montrant quels sont au fond les responsables de la situation actuelle. Alors, ici, je voudrais bien faire quelque chose. Donc, au fond, ce qu'il faut faire, c'est parvenir à mobiliser les passions vers une défense de l'égalité et de la justice sociale. Ça doit être ça, l'objectif d'un populisme de gauche. Donc, de défendre, approfondir et radicaliser la démocratie. Je voudrais expliquer pourquoi je considère que cette frontière qu'il faut rétablir ne peut pas être rétablie sur le modèle antérieur droite-gauche. Je crois que et là je dois reconnaître, ceux qui auront lu ou qui vont lire l'illusion du consensus qui a été publiée il y a 10 ans vont dire oui mais là il y a une petite différence, c'est vrai. Il y a 10 ans, à ce moment-là, je défendais déjà l'idée que pour lutter contre la pause politique, il fallait rétablir la frontière, mais j'avais encore l'idée que au fond, maintenant je me rends compte, ce qu'il fallait faire, c'était redonner aux partis sociaux-démocrates qui retrouvent leur véritable valeur de gauche. Bon, 10 ans après, je n'ai plus du tout d'espoir de les émissions. Donc, je crois qu'il faut vraiment penser à un autre type de mouvement. Et c'est ça que j'appelle donc du populisme de gauche. Mais il y a une autre, et donc ça ne dit pas de rétablir la frontière et dire ah non mais les partis sociaux-démocrates ils vont maintenant vraiment être de gauche. Non, ça ne fonctionne plus ça. Mais d'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui est important et qui alors c'est plutôt positif, je dirais, c'est les transformations. C'est un peu paradoxal, mais on va dire le développement du néolibéralisme a créé des conditions qui en fait pourraient être favorables, à condition de savoir comment les exploiter. Parce que justement, ce dont je parlais avant, cette oligarchisation de la société, le fait que maintenant, au fond,
c'est plus uniquement quand les ouvriers à leur poste de travail, c'est le modèle, disons, fordiste. Hein. Mais maintenant, en fait, d'une certaine façon, on est tous affectés par la logique néolibérale. Et il y a eu un phénomène de précarisation, de paupérisation des classes moyennes, qui fait que je crois qu'il y a la possibilité de gagner un projet progressiste, toute une série de groupes sociaux qui, en fait, étaient plutôt considérés comme des gens qui, normalement, allaient voter pour la droite ou conservateur. Donc, il y a en fait le potentiel de gens qui peuvent être gagnés à un projet anti-néolibéral est en fait beaucoup plus grand qu'il n'était avant. Donc ça, je crois que c'est important. Et le populisme de gauche, justement, doit être capable d'établir une volonté collective, parce qu'au fond, un peuple, c'est une volonté collective transversale. Il ne faut pas se limiter aux gens, la gauche, les gens qui normalement votent à gauche. Non, je crois qu'on doit avoir des ambitions beaucoup plus larges. De ce côté-là, par exemple, je trouve que la position de Podemos en Espagne est tout à fait correcte quand ils disent, mais nous, on veut aussi nous adresser aux gens qui votent pour le Parti populaire. Il y a toute une série de gens qui peuvent être gagnés au projet de Podemos. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, que la situation actuelle, pour les conséquences des privatisations, ça fait qu'il y a un potentiel de résistance contre ce modèle qui est important et qu'il faut pouvoir articuler. Donc c'est pour ça, en fait, et bien entendu, à côté de ça, il y a, et ça c'est aussi extrêmement important et à mon avis fondamental pour un projet populiste de gauche, toute une série on appelait ça les nouveaux mouvements sociaux, mais enfin, bon, toute une série de luttes qui ont à voir avec le féminisme, l'écologie, c'est devenu un thème absolument fondamental aujourd'hui, l'écologie, la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations des groupes sexuels. Bon, là, il y a en fait un projet populiste de gauche, c'est un projet qui va parvenir à articuler la demande de secteurs populaires qui se sont sentis abandonnés, de secteurs des classes moyennes qui peuvent être gagnés à un projet de transformation avec toute une série de luttes qui sont des luttes justement plutôt de mouvements sociaux qui ne sont pas liés directement à l'économie. Alors ça implique aussi ce que j'appelle en fait une articulation entre le niveau horizontal et le niveau vertical. Le niveau horizontal, c'est justement les mouvements sociaux, mais je crois qu'il est aussi important d'avoir un parti. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de gens, non, le mouvement social, les partis, c'est terminé, les partis, il n'y a plus de place pour eux. Non, je crois que les partis, il est nécessaire d'avoir un principe articulateur de toute cette hétérogénéité de demande. Et le principe articulateur, c'est le parti. Donc un parti est absolument fondamental, mais un parti articulé au mouvement, donc un parti-mouvement, si vous voulez. C'est ça que j'entends par populisme de gauche. Donc une volonté collective transversale qui inclut toute une série de demandes démocratiques et aussi l'articulation entre la dimension plutôt parti traditionnel ou parti traditionnel, enfin parti nouveau, avec les mouvements sociaux. Alors, malgré tout, je crois, et c'est pour ça que j'appelle populisme de gauche, donc à la fois je critique l'idée de rétablir la frontière en termes de gauche et de droite comme elle était avant, mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'une référence à la gauche. Je crois qu'il est important, mais d'avoir cette référence à la gauche, parce qu'après, la gauche, finalement, ben, c'est la défense de la justice sociale, c'est la défense de l'égalité. Mais cette différence, il faut la réintroduire à partir, justement, de la façon dont on va pouvoir distinguer différents types de populisme. Hein, donc il y a, parce que bien entendu, il y a un populisme qui construit le peuple d'une manière xénophobe, qui en fait, dont l'objectif c'est une restriction de la démocratie aux purement nationaux, et un populisme progressiste, un populisme qui va vouloir radicaliser la démocratie, qui va vouloir... Alors c'est ça que je crois qu'il est important tout de même de maintenir cette référence à la gauche,
pour distinguer entre les différentes formes de populisme. Alors évidemment, un dernier point théorique, pour pouvoir penser de cette façon-là, il est nécessaire de se positionner dans une perspective que j'appelle anti-essentialiste. Bon, ça c'est une perspective qu'on a développée avec Ernesto Laclau dans le livre Hégémonie de la stratégie socialiste. C'est-à-dire que les identités ne sont jamais données, les identités elles sont construites, et que la politique consiste à créer des identités. Parce qu'évidemment, si on pense que le peuple, il est déjà là quelque chose que l'on ne peut pas, mais le peuple va être construit de manière différente. Et pour ça, il faut avoir une perspective anti-essentialiste. C'est absolument nécessaire, parce que si on ne se situe pas dans cette perspective, on ne comprendra pas la possibilité de lutter pour la transformation des identités. Donc en fait, ce que j'entends par populisme de gauche, donc c'est, comme je le dis au début, c'est à partir de la conjoncture. Nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture où finalement, un des défis les plus urgents, c'est comment est-ce qu'on va lutter contre le développement du populisme de droite. Parce que ce sont justement les gens de mouvements politiques qui sont en avancée. Et je crois qu'il n'y a absolument pas moyen. Il faut vraiment penser comment on peut lutter. Je suis absolument convaincue, mais vraiment, vraiment convaincue que la seule façon de lutter contre le développement du populisme de droite, c'est le développement du populisme de gauche. Et je crois, par exemple, pour parler de la France, pour lutter contre Marine Le Pen et le Progrès, il faut absolument développer un populisme de gauche qui comprenne un peu les raisons pour lesquelles elle a réussi à capturer le vote ouvrier. Et ça, c'est quelque chose qui est, dans la conjoncture actuelle, à mon avis, vraiment fondamental. C'est pour ça que je défends l'idée de populisme de gauche. Populisme de gauche qui, en fait, c'est aussi une façon de repenser le projet de gauche qui soit différent de projet social-démocrate, mais aussi différent du projet, disons, d'extrême gauche. J'aime pas trop ce terme-là, mais parce qu'aujourd'hui, quand on parle la gauche, c'est la gauche. Donc, il y a le Parti socialiste, la gauche entre comillas, comme on dit en Espagne, entre guillemets, et sinon, l'extrême gauche, là. Mais bon, ça ne fonctionne plus. Le populisme de gauche, c'est justement une façon différente de repenser un projet émancipateur qui tienne compte des conditions actuelles et qui soit une réponse à la post-démocratie. Merci. C'est un honneur pour moi de discuter avec Chantal Mouffe, que je lis depuis longtemps, ainsi évidemment que les travaux du regretté Ernesto Laclau. Je la suis depuis longtemps, je considère qu'elle exprime une des pensées qui compte et qui compte fortement dans l'espace critique international. C'est donc un honneur pour moi de discuter avec elle. Je ne vous cache pas que du coup, c'est une angoisse extraordinaire, parce que discuter avec quelqu'un comme ça, il faut être au niveau. Une angoisse inhabituelle, je ne vous le cache pas, une forme de respect pour vous qui êtes là pour travailler, pour réfléchir, et pas simplement écouter des battleurs de foire, et surtout, évidemment, du respect pour mon interlocutrice dont je vous ai dit le bien que je pensais. Donc je vais me permettre en fait de lire ce que j'ai écrit. Je commencerai d'abord par vous dire ce qui quand même pour moi est l'essentiel, c'est de dire les raisons pour lesquelles je suis en accord profond, évidemment, avec la pensée de Chantal Mouffe. Je converge avec elle sur au moins 3 points que je juge, en tout cas personnellement, stratégiquement les plus importants. Premier point, il faut casser l'idéologie dominante du consensus qui engloue nos sociétés depuis plus de 3 décennies et qui, au nom de la fin de l'histoire ou du « there is no alternative », excusez mon accent, un peu franchouillard de ce point de vue, nous soumet à la triple dictature de la concurrence, de la gouvernance et de l'identité. Deuxième élément de convergence, il faut battre politiquement la logique libérale qui a tétanisé la gauche, de la parenthèse de la rigueur au social-libéralisme à la Blair ou au démocratisme assumé à la Renzi.
Et enfin, troisième point de convergence, il faut remobiliser les catégories populaires afin de leur donner accès à une pleine souveraineté dont ils sont écartés. Et pour cela, il faut tenir compte de la crise de la représentation classique et de celle du système partisan, qui ne signifie pas que les partis ne sont plus nécessaires. Voilà qui crée pour nous un socle conséquent de convergence. Encore une fois, pour moi, ce socle est fondamental. Je vais dire, il faut tracer une limite stratégique entre un véritable engagement de gauche et un engagement qui ne l'est pas. En même temps, puisque le thème de notre débat est penser le populisme, je dirais franchement aussi pourquoi je ne me reconnais pas aujourd'hui dans la référence à un populisme de gauche, que je ne rabats pourtant pas sur les caricatures qui sont souvent données, que Chantal a heureusement évoquées tout à l'heure. Je ne les rabats pas, je ne rabats pas la notion sur ces candidatures, et pourtant je ne m'y reconnais pas, je vais vous dire pourquoi. J'énoncerai donc la couleur dès le départ. Je récuse personnellement le populisme parce que si les catégories populaires existent concrètement, le peuple n'existe pas. Il est à construire politiquement. Or, on ne le construit pas en se référant nominalement à lui, ou en le distinguant de son contraire supposé, par exemple l'élite, mais en le rassemblant autour du projet qui l'émancipe en même temps qu'il permet à la société tout entière de s'émanciper elle-même. Ce n'est donc pas un hasard, à mes yeux, si au XIXe et au XXe siècle, les partis de l'émancipation populaire n'ont pas fixé leur identification principale sur une dénomination sociologique, populaire ou ouvrière, mais sur le projet qu'ils entendaient promouvoir. Ils se disaient, ces partis, social-démocrates, socialistes, communistes, le projet, et pas la dénomination sociologique. Ils avaient des raisons pour le faire. Nous savons les uns et les autres que si la situation de dominée est la base matérielle de toute conscience subversive, elle n'en définit que la virtualité. Pour passer de la virtualité à la réalité, il faut une médiation. Jadis, nous connaissons nos classiques, Lénine expliquait qu'elle ne pouvait être qu'extérieure au mouvement ouvrier et qu'il fallait la concentrer sur un parti de révolutionnaires professionnels. La réponse d'alors ne nous suffit plus, mais demeure l'exigence d'une médiation. Si j'ai bien lu Chantal, elle rappelle que les idées ne suffisent pas, elle vient de le redire tout à l'heure, et elle suggère à juste raison que la mobilisation populaire suppose des affects pour l'attiser. Il faut de la passion et pas seulement de la raison. Et elle ajoute que dans un espace public qui n'est pas consensuel mais agonistique, le stimulant le plus efficace est celui du « eux » et du « nous ». À l'intérieur d'un espace dont elle nous dit qu'il n'est pas cosmopolitique, c'est le mot qu'elle emploie, mais plutôt national. C'est là, et pas sur la nécessité des affects, que je commence à m'écarter de son propos. La dialectique du « eux » et du « nous », à l'apparence du bon sens, quoi de plus mobilisateur que la conscience du « eux » qui menace l'identification et l'expansion du « nous » que l'expérience sociale et politique a constitué. Certes, dès l'instant où il y a lutte, il y a adversaire. Chantal, pour légitimer son propos, je m'excuse, je vous dis Chantal, hein, voilà, hein, c'est un plaisir pour moi, donc je me donne cette plaisir. Chantal, donc, pour légitimer son propos, aime utiliser, elle l'a fait encore tout à l'heure, la référence au philosophe allemand Carl Schmitt. Elle sait bien sûr le caractère sulfureux de ce penseur, et elle prend le soin de se distinguer de lui en expliquant que l'antagonisme veut mettre face à face des adversaires et pas des ennemis. Et pourtant, cela ne me suffit pas. On ne peut certes pas exclure une radicalisation du conflit politique qui, hélas, finirait par mettre face à face des ennemis et des camps. Cela s'est produit. Mais il faut tout faire pour qu'elle n'advienne pas. Et a fortiori, on ne doit pas en annoncer la nécessité. On sait en effet
que seule la force du nombre écarte la tentation de la violence désespérée chez les dominés et restreint l'usage de la force par les dominants. Le problème est que l'addition des composantes mobilisables n'est rien sans le liant qui en fait une force cohérente et pas un simple agrégat numérique. Suffit-il pour obtenir ce liant que les dominés aient un adversaire commun? La finance, elle ne se voit pas. L'élite, ses frontières sont bien floues, selon les cas trop extensives ou trop restrictives. L'adversaire, ce peut être le fonctionnaire dit privilégié contre le salarié du privé, le travailleur stable contre le salarié précaire, celui qui, trop pauvre, ne paie pas d'impôts contre celui guère plus riche qui en paie. L'ennemi le plus commode, c'est en fait souvent le plus proche. En général, il est au-dessous de soi et il ne nous ressemble pas. L'ennemi immédiat, c'est l'autre, surtout quand on nous serine que le temps est à la guerre des civilisations et à la défense de l'identité menacée. En elle-même, la pensée de Karchemine n'est pas belligène, mais elle ne prévient pas contre le risque d'une guerre que les dominés ne peuvent pas gagner. Qu'est-ce donc qui doit unifier le peuple pour son émancipation? Ni l'adversaire, ni l'ennemi, ni classe contre classe, ni camp contre camp, ni centre contre périphérie, ni bas contre haut, ni peuple contre élite. Le cœur de tout antagonisme est dans le heurt des projets de société qui le fondent. Dans les années 30, les catégories populaires à base ouvrière se sont rassemblées, moins par la désignation d'un ennemi, même s'il fallait le désigner, que par le risque perçu d'une régression, la crise capitalisme, le fascisme, et par la possibilité d'une progression, l'avènement d'une république enfin sociale. C'est là pour moi que se trouve une seconde limite du nous. Historiquement, il est vrai que la dialectique du et du nous est le premier degré d'affirmation autonome d'un groupe. Et l'espace ouvrier s'est structuré d'abord autour de l'existence d'un nous prolétaire. Mais ce n'est que le premier degré. Et il n'est pas évident que sur cette base advienne un second degré plus ambitieux. J'ai toujours été pour ma part frappé par l'histoire du mouvement ouvrier américain. On a là un groupe social doté d'une autoconscience et d'une combativité exceptionnelle, capable de lutte d'une longueur et d'une dureté que le vieux continent n'a pas toujours connue. Et pourtant, ce groupe s'est trouvé doublement subalterne, socialement et politiquement. Pourquoi? Parce que l'histoire a produit son isolement, a soudé le groupe sur lui-même, sans en faire un peuple capable d'incarner le devenir de la société tout entière. L'histoire cruelle a fait que le nous ouvrier états-unien n'est jamais parvenu aux lisières du tous. Ce faisant, il a été cantonné à la marge. De ce point de vue, l'histoire française peut fonctionner comme une sorte de contre-exemple. Le mouvement ouvrier en France n'a pas ignoré les tentatives de resserrement sur le groupe au nom d'une pureté de classe qui trace une frontière irréductible entre eux et nous. Le syndicalisme révolutionnaire a été la plus forte et la plus attirante illustration de cette tentation. Or, ce n'est pas cette tradition qui l'a emporté politiquement, mais celle de Jaurès. Jaurès qui respectait profondément le syndicalisme révolutionnaire, qui, à la différence de bien des socialistes, et notamment les guédistes, plaidait pour un dialogue constant entre syndicalisme et socialisme. Jaurès, toutefois, qui considérait que l'autonomie ouvrière nécessaire, fondamentale, n'annulait pas la nécessité de disputer le terrain de la gauche, ce qu'on appelait alors le Parti républicain, aux variantes les moins populaires de ce parti, en premier lieu au radicalisme. Au fond, Jaurès plaidait pour que le nous ouvrier se réalise, non pas dans la distinction prolétarienne, mais dans la promotion d'une émancipation du tous. Il faut partir du nous, certes, mais pour ne surtout pas y rester. Les ouvriers dispersés du XIXe siècle ont pris peu à peu conscience de leur statut commun d'exploité.
c'est leur expérience qui leur a permis cela. Mais ils le sont devenus une classe qu'en prenant la mesure de leur place, ce sont des dominés, et de ceux qui a produit un système de répartition inégale des richesses et des rôles. Et s'ils se sont constitués en mouvement à partir de là, ce fut moins par la désignation d'un adversaire, les patrons, que par la compréhension de la logique sociale capitaliste qui produisait la division entre dominants et dominés, entre patrons et ouvriers. C'est dans le rapport à la société tout entière que le groupe social des prolétaires a puisé les ressources de son émancipation, en même temps qu'il a légitimé son rôle auprès de tous les autres groupes. Là est la médiation qui permet de passer des catégories populaires dispersées au peuple souverain. Je crois donc plus pertinent de dire que l'affect du mouvement critique populaire doit se trouver non dans l'exaltation d'un nous opposé au eux, mais dans l'activation des valeurs populaires d'égalité, citoyenneté, solidarité, raccordées à un projet global d'émancipation qui a nécessairement une dimension nationale, mais qui n'est pas avant tout nationale, comme on le disait autrefois. C'est à partir de là que je m'écarte de quelques-unes des formulations politiques de Chantal. Elle dit volontiers deux choses en même temps. Qu'il ne faut plus croire, elle l'a redit avec votre approbation et la mienne, qu'il ne faut plus croire à la possibilité de radicaliser la social-démocratie. Et qu'il faut néanmoins se fixer l'objectif, l'horizon d'un réformisme radical. Je ne suis pas choqué par cette référence à un réformisme radical qui, dans les oreilles françaises, résonne heureusement avec l'évolution révolutionnaire de Jaurès. Mais là encore, cela ne me suffit pas. Ce qui manque aujourd'hui à l'élan populaire, c'est un projet cohérent de rupture avec l'ordre des ordres existants. Ce projet doit s'inscrire dans le temps long. Il ne procédera sans doute pas des bouleversements brutaux encouragés par les guerres. Il devrait en fait articuler trois registres. Le premier registre relève de ce qu'on a appelé naguère le réformisme classique. On utilise les instruments disponibles, par exemple les ressources considérables de la puissance publique, même affaiblies, il reste considérable, pour les réorienter vers les dépenses socialement utiles. Au fond, on use des règles existantes contre la logique dominante. Le second registre est plus ambitieux. On commence à redéfinir les règles elles-mêmes. Par exemple, en restructurant les mécanismes de la banque et du crédit, ou en redéfinissant fondamentalement les critères économiques et sociaux de l'utilité sociale moderne. Là, on est davantage sur le terrain de ce que l'on peut effectivement appeler un réformisme radical. Mais il faut envisager un troisième registre, celui qui consiste à s'appuyer notamment sur le secteur public et sur l'économie sociale et solitaire, pour expérimenter d'autres modes de régulation globale que ceux que l'histoire a cristallisés autour du marché et de l'État. Dans les deux premiers cas, on reste dans l'horizon du réformisme, entre guillemets. Dans le troisième, autour de la notion de mise en commun, on est sur le terrain de l'alternative, entre guillemets. Une force populaire radicalement critique ne peut sous-estimer aucun de ces trois registres, qu'elle doit assumer. Mais son objectif doit être de créer les conditions pour que progressivement la méthode alternative tende à dominer l'ensemble de la pratique sociale, au détriment de la concurrence et de la norme administrative qui la structure à ce jour. Comment y parvenir? C'est là que je discuterai volontiers la remise en cause radicale du clivage gauche-droite, puisque Chantal nous a invités à réfléchir là-dessus. Le projet de rupture dont je parle peut-il s'imposer aujourd'hui dans toute la société, dans tout le peuple? Non, car le peuple est dispersé, divisé et désorienté. Mais il est possible dès maintenant, pas en attendant, dès maintenant,
de créer un mouvement majoritaire en faveur d'une transformation globale, économique, sociale, culturelle, morale, mentale, dans lequel l'esprit de rupture ne serait plus minoré comme il l'est depuis le début des années 80. Pour ma part, communiste depuis de nombreuses décennies, je ne dis pas de trop, je dis de nombreuses décennies, je ne me suis jamais fixé pour objectif de radicaliser la social-démocratie. En cela, je regrette sans doute son évolution vers la droite, mais je n'en suis pas déçu. En revanche, je me suis toujours fixé l'objectif de créer un mouvement majoritaire dans lequel le ton ne serait pas donné par l'esprit d'adaptation propre à la tradition social-démocrate, mais par l'esprit de rupture systémique. Longtemps, j'ai pensé que l'opérateur majeur de cet esprit de rupture, en tout cas en France, se trouvait dans la tradition communiste. C'est pourquoi longtemps, j'ai lutté pour la refondation du courant communiste, afin qu'il adapte sa pente révolutionnaire au monde tel qu'il est, et non pas au monde tel qu'il était. Ce combat, à mes yeux, en tout cas, a été perdu. Et tout en demeurant communiste, j'en ai tiré les conséquences partisanes. Mais reste la question d'une force politique autonome, porteuse de l'exigence d'une rupture globale avec le système dominant. Et je plaide, quant à moi, pour que cette force nécessairement pluraliste aspire à redevenir majoritaire dans le camp de l'égalité-liberté ou de l'égal-liberté, comme dit le philosophe Étienne Balibar. Or, historiquement, sur plus de 2 siècles, cet espace de l'égalité-liberté a à voir avec ce que l'on peut appeler la gauche historique. Il est déjà arrivé dans l'histoire contemporaine que le clivage gauche-droite se soit affaibli dans l'entre-deux-guerres ou pendant la guerre froide. Mais il a toujours ressurgi. Et je tends à considérer que c'est une chance. Pourquoi ? Parce que ce qui structure ce clivage en longue durée, c'est la question de l'égalité. La droite n'y croit pas et n'en veut pas. La gauche y croit et en rêve. On peut certes disputer à gauche, dispute parfois peut être violente, pour savoir si l'égalité est possible en s'adaptant au système ou s'il faut rompre avec lui pour y parvenir. Mais la polémique de l'égalité est cardinale quand fonctionne la polarité de la droite et de la gauche. Accepter aujourd'hui la disparition du clivage politique originel présente à mon sens 2 inconvénients majeurs. C'est oublier que toute transformation, partielle ou radicale, repose sur des mouvements majoritaires et que, historiquement, la polarité de la gauche et de la droite est des 2 côtés la base de leur mobilisation. On peut toujours rêver de gagner des majorités en contournant le clivage ou en jouant à sa marge et donc au centre. En réalité, c'est dans les noyaux de mobilisation, au cœur de la gauche et de la droite, que se décident les dynamiques électorales profondes. Je dis bien au cœur de la gauche et de la droite. J'ajoute que nous sommes à un de ces moments où l'on nous explique, savamment ou plus grossièrement, que le temps de l'égalité est dépassé et que le temps est venu de l'identité. Ce ne serait plus le partage qui serait la base de l'équilibre social, mais la protection des identités. Être chez soi serait le summum du bien-vivre de la liberté. Nous ne devons pas accepter ce paradigme. C'est l'inégalité galopante, couplée à l'exacerbation des discriminations, à l'anémie de la citoyenneté et à l'érosion des solidarités qui est la cause de tous nos maux, c'est elle qu'il faut donc tendre à résorber. Dès lors s'affirme, me semble-t-il, le lien nécessaire entre la constitution du peuple comme objet politique et la refondation radicale du clivage droite-gauche. Pour peu que chacun de ces termes soit reprécisé, la trilogie ancienne de l'égalité, de la citoyenneté et de la solidarité peut redevenir un principe de rassemblement pour une majorité, pas pour la totalité des classes populaires. Il n'est pas de politique populaire conséquente qui ne soit de gauche. À l'inverse, je dis bien je crains,
qu'il n'y ait pas de populisme qui ne soit de droite. La tentation d'un populisme de gauche n'est pas à mes yeux une abomination, et elle a, comme l'a montré Chantal, de solides arguments pour elle. Et pourtant, je continue, malgré la force de ces arguments, à penser qu'elle risque tendanciellement d'être une impasse. Elle se veut combative, mais je redoute qu'elle ne prépare les défaites futures. On ne dispute pas la nation au Front National. On ouvre la souveraineté populaire vers tous les espaces politiques sans distinction. On ne lui dispute pas l'identité collective, nationale ou autre. On plaide pour les libres identifications, pour le libre jeu des appartenances et pour la revalorisation massive de l'égalité, seule base possible du commun. On ne dispute pas le populisme à l'extrême droite, on délégitime son emprise en lui opposant la constitution d'un pôle populaire d'émancipation. C'est ce pôle populaire et non populiste, c'est ce pôle de la dignité populaire qui doit, à mon sens, consacrer tous nos efforts. Vous aurez donc compris pourquoi je respecte infiniment le travail de Chantal Mouffe, et pourtant, vous comprendrez aussi pourquoi je m'en distingue sur quelques points. Mais encore une fois, à mes yeux, cela n'invalide pas l'essentiel, la base de notre convergence, telle que je l'ai énoncée au départ.